Des coups de sang récurrents, la PSSM. Donc, on va voir dans cette présentation d'abord une petite définition de la PSSM. Qu'est-ce que c'est finalement? Ensuite, on va voir quels sont les signes cliniques qui peuvent être associés à cette maladie, comment on peut la diagnostiquer, quel traitement on peut faire en phase aiguë, donc plutôt sur un cheval qui a une myosite, et puis comment gérer un cheval qui est atteint de la PSSM au quotidien, donc plutôt en termes de prévention. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la PSSM? Donc finalement, c'est l'acronyme pour Polysaccharide Storage Myopathy. Donc c'est une maladie qui a été décrite pour la première fois en 1992 aux États-Unis chez des Quarter Horse et des races associées, donc Paint, Appaloosa. Et c'est des chevaux qui présentaient des épisodes récurrents de rhabdomyolyse, donc de coups de sang. Finalement, si on regarde un petit peu donc la myopathie, donc on a bien une maladie qui concerne les muscles et plus particulièrement le muscle strié squelettique qui participe au maintien de la posture et puis au mouvement volontaire du cheval. Dans le cas donc de PSSM, on a une accumulation anormale de polysaccharides dans nos muscles. En fait, c'est une forme d'énergie. Alors, je vais expliquer juste après un petit peu plus en détail, mais c'est une forme d'énergie qui n'est pas utilisable par la cellule musculaire. Et je trouve que la comparaison qu'avait fait Anne Courroucé est assez intéressante. C'est finalement comme si on mettait donc dans une voiture qui roule à l'essence, qu'on remplit avec du diesel, bah, forcément ça ne fonctionne pas. Alors, plus en détail sur la définition. Donc, si on regarde tout d'abord une cellule musculaire saine, donc finalement, le glucose est apporté par le sang. Il rentre dans notre cellule musculaire et après son entrée, il va pouvoir être donc soit se transformer, permettre la formation donc d'ATP, donc c'est l'adénosine triphosphate qui est donc la source d'énergie pour notre cellule musculaire, soit ce glucose va pouvoir se transformer en glycogène via une série de réactions enzymatiques. Et ce glycogène, donc, qui va être stocké sous forme de granules qui sont de tailles différentes, donc qui sont plus ou moins grandes. Euh, Dans une cellule musculaire malade, donc on a observé qu'il y avait une absorption accrue de glucose dans la cellule. Et puis surtout, donc notre glucose va pouvoir se transformer en glycogène, comme dans une cellule musculaire saine, mais aussi il y a une partie qui va être transformée en polysaccharide. Donc on va avoir un stockage sous une autre forme. En fait, par rapport au glycogène, ces polysaccharides, elles ont une structure qui est moins ramifiée et de ce fait, elles ne vont pas pouvoir être utilisées comme source d'énergie par la cellule. Donc ensuite, quels sont les signes cliniques que l'on peut observer donc chez un cheval atteint de PSSM? Donc finalement, le signe clinique le plus fréquent et puis celui qu'on observe le plus facilement, ce sont donc des épisodes récurrents de rhabdomyolyse. Donc ce qui signifie, rhabdomyo, ça signifie le muscle strié, et lyse, donc la destruction. Donc c'est un synonyme de myosite ou de coup de sang. Donc les signes cliniques qu'on peut observer sont assez variés. Donc on peut avoir un cheval qui est en position campée, comme on le voit sur la photo de droite. On peut avoir aussi un cheval qui est un peu anxieux, des raideurs, une sudation importante et puis un refus de déplacement. Dans les cas les plus sévères, on peut aussi observer des urines foncées. En fait, c'est dû à la présence donc de la myoglobine, qui est donc une protéine qui est normalement localisée dans le muscle. Et en cas de destruction massive de ce muscle, la myoglobine, elle va être éliminée dans les urines. Et c'est pour ça que les urines vont être foncées. Mais ça, c'est plutôt vraiment quand on a des cas de rhabdomyolyse importants.
On a aussi des signes musculaires associés à ce coup de sang, donc avec une tuméfaction des masses musculaires. On peut avoir des fasciculations, des tremblements et une induration. Donc ça concerne souvent plus fréquemment les muscles de l'arrière-main, mais on peut avoir aussi les muscles du dos, de l'abdomen, voire des membres antérieurs qui peuvent être touchés. Et ce qui est assez caractéristique, c'est que les signes de douleur peuvent persister longtemps après l'exercice. Donc, effectivement, quand est-ce que ces épisodes de rhabdomyolyse se déclenchent? Le plus souvent, c'est après un exercice, enfin pendant un exercice peu intense, donc classiquement, ce qui est décrit dans la littérature, c'est dans les 10-20 premières minutes d'un exercice léger, mais on peut avoir d'autres situations où on a des coups de sang, donc un stress, un transport par exemple, ou alors des coups de sang après un exercice, dans les 24 heures suivant un exercice. Et notamment chez les jeunes chevaux, on a des épisodes de rhabdomyolyse sans exercice associé. Donc ça, c'était finalement le signe clinique qui est le plus facilement repérable et qui est assez fréquent. Mais finalement, on a d'autres signes qu'on peut observer. Euh, ce que j'ai pas dit pour les épisodes de coup de sang, c'est vraiment l'expression la plus courante, en tout cas ce qui est décrit dans la littérature, chez le Quarter Horse. Mais on peut avoir des signes, d'autres signes cliniques qui sont plus ou moins évocateurs de cette PSSM. Donc on peut avoir donc, en premier lieu, on peut avoir une fonte musculaire, donc avec une amyotrophie qui est le plus souvent symétrique, qui est progressive, donc c'est-à-dire qu'elle ne se met pas en place brutalement, et qui peut être localisée ou généralisée. On peut avoir des chevaux qui sont cachexyques. Ensuite, on peut avoir des troubles de la démarche qui sont souvent localisés au postérieur, notamment des tremblements de type shivering. Donc, ça correspond à des spasmes qui sont associés à une hyperflexion pardon, et une abduction des membres et qui sont déclenchés la plupart du temps par soit le mouvement, soit la préhension des pieds. On observe parfois une élévation de la queue également. Voilà. Par contre, il y a eu donc des chercheurs qui ont essayé de mettre en évidence une corrélation entre justement cette maladie du shivering, qui est une maladie à part entière, et la PFSM. Il n'y a pas de corrélation qui a été mise en évidence. Ensuite, on peut avoir donc une intolérance à l'effort, une baisse de performance, un manque d'énergie. Ça, c'est souvent, si on n'a que ces symptômes-là, c'est souvent difficile à mettre en évidence. On peut avoir aussi une faiblesse généralisée avec un cheval qui se couche et qui n'est pas capable de se relever. Et là, dans ces cas-là, on a un pronostic qui est quand même plutôt sombre. Voilà. Donc finalement, les signes là que j'ai décrits, c'est des signes qui sont fréquemment observés chez les chevaux de trait. Ensuite, on peut avoir aussi, notamment chez les chevaux de selle, des dorsalgies et puis des défauts d'engagement des postérieurs ou de façon plus spécifique, des difficultés à s'arrondir dans les sauts. On a des signes cliniques qui sont quand même plus rares. On peut avoir des détresses respiratoires parce que si les muscles respiratoires sont touchés. On peut avoir aussi un inconfort abdominal avec des signes cliniques qui peuvent se rapprocher finalement d'une colique, qu'on peut confondre avec une colique d'origine digestive. On peut avoir aussi des boiteries ou des modifications du comportement sous la selle. Et bien évidemment, c'est la plus compliquée de penser à la PSSM. Donc finalement, on a des signes cliniques qui sont assez variés. J'avais un petit souci avec ma diapo suivante, je suis désolée. Des signes cliniques qui sont assez variés et qui sont plus ou moins évocateurs. Voilà, forcément une myosite récidivante, c'est quand même assez caractéristique de cette maladie. Les autres signes cliniques, c'est parfois plus compliqué.
Donc ensuite, quels chevaux peuvent être touchés? Donc finalement, la maladie, la PSSM, c'est une maladie qui est assez fréquente. Euh, il y a une étude qui a montré que sur un cheval qui avait une biopsie musculaire qui avait été réalisée suite à des troubles neuromusculaires, ben dans 40% des cas, il y avait un diagnostic de PSSM qui avait pu être posé. Donc la PSSM, elle a été décrite chez de nombreuses races. Donc finalement, potentiellement, toutes les races peuvent être touchées. Il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées aux États-Unis et moins donc en France. Donc finalement, on peut penser que la PSSM, on peut la voir dans n'importe quelle race. Euh, et par contre, effectivement, la plus forte prévalence a, en tout cas pour l'instant dans la littérature, été trouvée chez les chevaux de trait et puis les quarter horse et les races assimilées, Appaloosa ou Paint. Concernant l'âge, les chevaux peuvent exprimer cette maladie à tout moment de leur vie et souvent les signes cliniques apparaissent assez tôt, dès le débourrage finalement. Ensuite, finalement, il y a deux types de PSSM. J'en ai pas parlé pour l'instant, je vais en parler notamment avec le diagnostic. Et ce qui a été montré, c'est que les quarter horse et races assimilées et les chevaux de trait seraient plus fréquemment atteints par la PSSM de type 1, dont on connaît la cause. Elle est due à une mutation d'un gène. Donc ça, moi, je ne vais pas m'apesantir, c'est Margot qui vous en parlera la semaine prochaine. Et puis chez les chevaux de selle, on a plutôt la PSSM de type 2. Donc du coup, j'en reparlerai un petit peu ensuite. Et puis de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ensuite, on a pu mettre chez les chevaux qui sont porteurs de cette maladie, il y a quand même des facteurs de risque qui favorisent la mise en place des symptômes, notamment ce qu'on retrouve souvent dans la littérature, c'est un travail irrégulier et un régime alimentaire riche en glucides. C'est finalement les deux facteurs de risque les plus importants et les plus rapportés dans la littérature. Euh, on peut avoir aussi des périodes soit froides, soit douces, ça dépend un petit peu aussi en fonction des races et du cheval, des périodes de stress, de changement d'habitude et également aussi une anesthésie générale. J'avais vu aussi donc dans la littérature que certaines maladies infectieuses intercurrentes pouvaient favoriser l'apparition des symptômes, notamment ce qui était cité, c'est la grippe et la gourme. Ensuite, il y avait ce dont on parle aussi, c'est la carence en vitamine E et sélénium. Effectivement, il y a quelques cas qui sont décrits dans la biblio de chevaux qui sont atteints de PSSM et qui ont également une carence en vitamine E et ou sélénium. Mais il y a en fait pas de corrélation qui a été établie entre cette carence et la PSSM. Donc ensuite, on va parler un petit peu de diagnostic. Donc il y a différents moyens de diagnostiquer la PSSM. Donc la première chose dont on peut parler, c'est le dosage sanguin des enzymes musculaires. Donc classiquement, les deux enzymes qu'on dose, c'est la créatine kinase (CK) et l'aspartate aminotransférase, les AST. Euh, donc ça permet pas un diagnostic de certitude, bien évidemment. Ça peut orienter le diagnostic et c'est notamment intéressant après un travail pour voir si on a une élévation très importante de ces enzymes-là. Puisque après un travail, c'est classiquement observé qu'il y a quand même une légère augmentation, mais normalement, ça reste dans les valeurs usuelles. Il y a aussi dans certaines races, et en particulier ça a été montré chez les quarter horse, une possibilité chez les chevaux PSSM d'avoir une augmentation de ces enzymes, y compris
y compris au repos. Donc on fait souvent une prise de sang avec une analyse conjointe de ces deux enzymes, puisqu'elles ont un peu des caractéristiques un petit peu différentes. La créatine kinase, elle est vraiment spécifique, c'est une enzyme spécifique du muscle qu'on ne retrouve pas dans d'autres organes. Mais finalement, on a un pic après en cas de lésion musculaire, on a un pic qui se fait entre 6 à 12 heures et ensuite une diminution rapide du taux sanguin. Et puis pour les AST, on a un pic qui est plutôt entre 24 et 48 heures. Donc c'est toujours intéressant pour dater notamment euh, l'exercice en cause de mesurer les deux enzymes. Voilà. Ensuite, le deuxième test pour diagnostiquer la PSSM, et là, ça permet vraiment de faire un diagnostic de certitude, c'est l'examen histologique du muscle grâce à une biopsie du muscle, donc qui est souvent réalisée dans les muscles donc de l'arrière-main. Donc ça, c'est un test quand même assez intéressant encore parce qu'il permet de mettre en évidence à la fois la PSSM de type 1 et puis aussi la PSSM de type 2. D'ailleurs, on observe souvent des choses un petit peu différentes entre les deux types de PSSM. Après, bon, c'est assez technique, donc je ne vais pas en parler là. Je ne pense pas que c'est très intéressant, mais je pense qu'il faut retenir que la biopsie, ben, ça permet voilà, de mettre en évidence les deux types de PSSM. Ensuite, on a bien évidemment le test génétique. Ça, je vais peu en parler parce que ça sera plutôt le sujet de Margot. Donc, ça peut se faire soit sur le sang, soit sur les crins. Mais pour l'instant, en termes de tests validés, en tout cas, on peut tester uniquement la PSSM de type 1. Je crois qu'il y a un test, hein, d'après ce on avait parlé avec Margot, il y a un test qui est proposé pour la PSSM2, mais pour l'instant, il n'y a pas de publication scientifique. Donc voilà. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que finalement, c'est pas si on a des symptômes, si on a un cheval qui a des symptômes assez évocateurs d'une PSSM et que bah, le test génétique pour la PSSM 1 revient négatif, c'est quand même intéressant de peut-être faire une biopsie pour voir si c'est pas la PSSM de type 2. Donc ensuite, quel traitement en phase aiguë? Donc ça, c'est finalement le traitement assez classique d'une myosite, hein, d'un coup de sang. Donc la première chose, c'est éviter l'aggravation des dommages musculaires et de ce fait, limiter les mouvements. Donc ce qui est conseillé, c'est de ne pas déplacer le cheval, en particulier si les écuries sont relativement éloignées. Alors, ça peut quand même poser problème dans certains cas, j'en conviens. En tout cas, si on doit le déplacer, il faut le déplacer avec parcimonie et l'écouter pour voir s'il en est capable ou pas. L'idéal, c'est quand même de le mettre au box pendant 48 heures, mais finalement, pas plus longtemps que ça. Parce s'il reste trop longtemps au box, c'est quand même un facteur de risque. Ça prédispose aux crises de rhabdomyolyse. Donc, dans l'idéal, il faut le remettre à l'extérieur le plus rapidement possible. Enfin, quand je dis à l'extérieur, dans un endroit où il peut se déplacer lui-même. Ensuite, éventuellement, si le cheval est vraiment anxieux et qu'on veut le tranquilliser, on peut utiliser donc par exemple de l'acépromazine ou de la détomidine, donc des tranquillisants ou même des sédatifs. Ensuite, ça c'est uniquement pour les cas vraiment sévères, hein, sur un cheval qui est déshydraté. Donc en premier lieu, de toute façon, il faut toujours proposer de l'eau fraîche au cheval, puisque on a vu qu'il y avait une sudation qui était parfois très importante. Donc on peut avoir une déshydratation. Et si on a vraiment une déshydratation importante, bah, il faudra faire une fluidothérapie, c'est-à-dire donc mettre des fluides donc directement par voie intraveineuse. Notamment, ça, c'est dans le but d'éviter des problèmes au niveau des reins. Donc notamment, c'est le cas quand on a des urines foncées. En fait, on peut
l'amyoglobine peut avoir une toxicité rénale et donc c'est pour ça qu'il est important de perfuser le cheval. Mais ça, c'est vraiment quand même des cas particuliers, des cas sévères. Ensuite, il faudrait donc soulager la douleur du cheval. Donc l'idéal, c'est de mettre une couverture sur le cheval pour le réchauffer un peu ses masses musculaires, et éventuellement faire masser les muscles pour stimuler la vascularisation de ces muscles. Et si le cheval est vraiment douloureux, on peut également le mettre sous anti-inflammatoire pour diminuer la douleur. Donc par exemple de la phénylbutazone ou de la flunixine méglumine. Et suite à un épisode de rhabdomyolyse, le travail doit être repris très progressivement. Donc il y a dans la littérature des exemples de reprise du travail qui sont apportés. Après, je pense que ça dépend vraiment aussi du cheval. Le plus important, je pense que c'est aussi de voir comment il réagit à la reprise du travail. Pour les chevaux, donc j'avais parlé que notamment chez les chevaux de trait, il pouvait y avoir des faiblesses très importantes avec un décubitus. Pour cela, il faut faire une fluidothérapie et puis éventuellement administrer des lipides par voie orale et essayer de les soutenir debout. Ça permet d'augmenter quand même le taux de survie, mais dans ces cas-là, le pronostic est quand même souvent assez sombre. Ensuite, une fois qu'on a diagnostiqué un cheval, donc une fois qu'on a diagnostiqué qu'il est atteint de PSSM, euh, il faut donc modifier son alimentation. Ça, c'est donc le premier principe, et notamment diminuer l'apport de glucides. Euh, Finalement, on peut séparer deux types de chevaux. Les chevaux qui sont à l'entretien ou au travail léger pour lequel on ne va pas être obligé de rajouter des concentrés, donc qui peuvent être nourris à l'herbe et au foin. Pour l'herbe, il faudra quand même faire attention au stade feuillu, donc en particulier au printemps, parce qu'il y a des études qui ont montré qu'à cette période, au moment de la pousse de l'herbe, l'herbe elle est très riche en glucides, en particulier en fructane. Et donc, du coup, à cette période-là, il faudra avoir une gestion raisonnée de l'accès à l'herbe, soit placer les chevaux dans des paddocks de détente où il n'y a plus vraiment d'herbe, soit leur mettre un panier. Voilà. Mais effectivement, c'est quand même une période à risque et on peut avoir une herbe qui est très riche en glucides, donc il faut vraiment faire attention. Ensuite, donc concernant donc le foin, donc ce qui est donc préconisé, c'est du foin à volonté ou au minimum 1,5 kg pour 100 kg de poids vif. Et dans l'idéal, le foin aussi peut être assez riche. Euh, il peut être aussi assez riche en glucides, donc il faut faire aussi attention. Et ce qui est préconisé, c'est un foin qui est plutôt fibreux, donc avec un stade de récolte avancé. Donc notamment, si on observe là la photo, vous voyez la photo à gauche, là on a des beaux épis sur les graminées. Ça veut dire qu'il a été récolté tardivement et qu'il est moins riche en glucides. Donc ensuite, pour les chevaux qui sont donc au travail, bien évidemment, en plus de l'herbe et du foin, il faudra éventuellement rajouter des concentré. Et donc, dans l'idéal, ce qui me pense être le plus facile, c'est finalement d'utiliser des aliments qui sont déjà disponibles dans le commerce, donc avec des concentrés qui sont pauvres en glucides et qui sont enrichis en matière grasse. En fait, le but, c'est pour un cheval qui travaille et donc qui a quand même besoin d'énergie. Le problème, c'est que la première source d'énergie, c'est les glucides, l'amidon. Euh, donc finalement, on va essayer de remplacer. Alors remplacer, on ne peut pas tout à fait enlever et mettre 0% d'amidon, mais en tout cas remplacer une partie de l'énergie qui était apportée par les glucides, de l'apporter par des matières grasses. Donc il y a pas mal d'aliments maintenant qui sont disponibles dans le commerce, qui ont ces caractéristiques-là et qui sont souvent également enrichis en vitamine E et sélénium.
Ça me paraît quand même, on peut également rajouter de l'huile effectivement dans la ration, même sur ces aliments, qui sont, riches déjà en matières grasses. Par contre, il faut faire quand même attention parce que, sur des chevaux qui ont plutôt tendance à l'embonpoint, ben, attention à l'huile, pas trop. On peut avoir aussi des troubles digestifs si on met trop d'huile et puis, surtout, il peut y avoir des soucis, au niveau de l'appétence et donc, du coup, on préconise une augmentation progressive de la quantité d'huile qui est mise dans la ration. On peut éventuellement utiliser des aliments traditionnels et dans ce cas-là, on préférera plutôt l'avoine aux autres céréales parce qu'elle est un peu moins riche en amidon. Après, de toute façon, ça c'est une question de quantité aussi. Et aussi également donc les sons qui sont beaucoup moins riches que les céréales en amidon. Donc c'est finalement les coques hein, des céréales. Mais dans ce cas-là, il faudra de toute façon faire attention au déséquilibre. Et je pense que quand on a un cheval qui est atteint de PSSM et qu'on veut utiliser un aliment traditionnel, je pense qu'il est préférable de demander de l'aide à un nutritionniste pour avoir une ration intéressante pour la PSSM, mais qui soit quand même bien équilibrée. Euh, Ensuite, euh, on peut éventuellement supplémenter le cheval avec donc de la vitamine E et du sélénium, qui sont des antioxydants, donc qui participent en fait au bon fonctionnement musculaire, sachant que il n'y a pas eu y a pas de mise en évidence pour l'instant dans les littératures d'un lien entre la carence en vitamine E, sélénium et puis la PSSM. Classiquement, ces deux antioxydants, ils sont apportés hein, déjà par un fourrage de qualité. Par contre, il faut peut-être faire attention lors de supplémentation en huile parce que si on met trop d'huile dans la ration, on peut avoir une diminution de l'ingestion du foin de ce fait et dans ce cas-là, avoir des carences. Donc, il est possible de faire des prises de sang pour finalement voir un petit peu où en est son cheval et se demander de l'intérêt ou non de supplémenter en vitamine E, sélénium. Et sachant que pour le sélénium, il y a des carences dans certaines régions, donc ça peut être effectivement intéressant. Je pense que de façon générale, pour des chevaux qui sont à l'exercice, c'est quand même intéressant cette complémentation en vitamine E, sélénium. Euh, Par contre, je dirais que attention, on a souvent tendance à penser que c'est un petit peu l'élément majeur. Je pense que le plus important, c'est une alimentation pauvre en glucides, que c'est important de faire un bilan sur son cheval et de voir s'il y a une carence ou pas, parce que notamment pour le sélénium, il y a des effets toxiques si on supplémente trop. Ensuite, la deuxième chose, donc après l'alimentation, enfin, en même temps, hein, parce que finalement c'est aussi important, hein, ce qui a été montré, c'est que euh, dans le cas où on suivait à la fois les recommandations de travail et de l'alimentation, c'est vraiment là où on a les meilleurs résultats. Il y a vraiment une différence par rapport à si on modifie un seul des deux paramètres. Et notamment, si on modifie l'ensemble des paramètres, il y a 70% des chevaux qui s'améliorent sur le plan clinique. Donc pour l'exercice, enfin pour le travail, ce qui est recommandé, c'est un exercice régulier. Donc finalement, l'idéal, ça serait de travailler même à très petite dose le cheval tous les jours. Euh, donc il y a tous des protocoles, hein, notamment après un épisode de myosite, qui sont décrits dans la littérature pour adapter le travail du cheval. Et notamment, ce qui est dit, c'est plutôt de commencer le travail en longe et ensuite seulement, pendant moins de semaines, puis ensuite seulement monter sur le cheval. Je pense que ça dépend aussi du caractère du cheval et s'il est habitué à être longé, parce que ça peut être aussi une source de stress s'il n'est pas habitué à faire cet exercice, à faire cet exercice-là. Et puis, ce qui est important aussi, c'est ben, avant tout travail de faire un bon échauffement au pas. Ensuite, il faut éviter le confinement au box, donc finalement un peu pour les mêmes raisons. Ce qui est décrit, c'est que le maximum, c'est 12 heures. Donc le sortir soit au paddock, soit dans un pré. Euh,
avec toujours le problème quand même du printemps qu'il faut garder à l'esprit, où l'herbe est potentiellement très riche en glucides au moment de la pousse de l'herbe. Et puis donc la dernière chose, c'est modifier son environnement, éviter dans la mesure du possible tout le stress, donc instaurer une routine et éviter les changements brutaux. Alors en pratique, c'est pas toujours facile parce qu'il y a parfois d'autres contraintes. Et le placer dans un environnement calme avec des congénères ou pas, en fonction aussi de son caractère, hein. Et puis le couvrir aussi en hiver pour éviter les contractures musculaires. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que on a des signes cliniques variés. Le plus connu et le plus facile à mettre en évidence, c'est les épisodes de coups de sang, mais il y a un certain nombre d'autres signes qu'on peut observer lors de PSSM. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ça ne concerne pas que les chevaux de trait et les quatereurs, ça peut concerner toutes les races de chevaux. Il faut aménager les conditions de vie, à la fois sur le plan de l'alimentation, du logement et du travail. Donc finalement, c'est une maladie assez contraignante pour le propriétaire. Enfin, ça prend beaucoup de temps et d'énergie, je pense, à gérer un cheval atteint de PSSM. Et par contre, si on suit bien les recommandations, il y a des chevaux qui sont capables de faire du sport. Bien sûr, ça dépend quand même des cas. Voilà. Du coup, les prochaines conférences, donc ça sera donc le 28 novembre sur donc la gestion. Et je vous invite à aller voir la suite de ma webconférence sur la PSSM, donc le 30 novembre à 18h30, donc la semaine prochaine. Donc avec Margot, où vous verrez plus la question d'un point de vue génétique et puis gestion des reproducteurs. Voilà.